ODH TV. Eh bien, je retrouve Gérard Deforge sur Marseille. Bonjour Gérard. Bonjour Gilles. Merci de m'accueillir sous ce beau soleil marseillais. Ah oui, c'est une chance incroyable. Pour donc l'interview annuelle, puisque c'était en novembre 2017 que je t'avais vu la dernière fois. Alors, déjà, quelles ont été tes activités ufologiques en 2017, fin 2017 et 2018? Bah, écoute, ça a toujours été la réponse à des personnes, à des gens qui venaient me solliciter pour que j'enregistre leurs témoignages. Parce que c'est ça qui est original. Dans une des originalités de ma démarche, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, c'est vraiment la réalité. Là, j'ai bouclé un livre numérique, c'est en PDF, il y a 397 pages, 50 dossiers. Et je n'ai sollicité aucun de ces dossiers. À partir, tout au début, de quelques observations que moi j'avais faites, j'en ai parlé autour de moi, et puis ça a commencé comme ça. Ah ben moi, dans ma famille, et puis moi, etc. Et alors là, j'ai été comme un, je l'ai déjà dit d'ailleurs, c'est la vérité, j'ai été comme un chien qui ronge un os. J'ai gratté, et comme j'ai une certaine facilité pour écrire, pour enregistrer, pour écouter, eh ben, j'ai donc commencé à produire des rapports, et depuis des années, c'est comme ça. Alors, ça va faire bientôt 2 ans, nous étions encore en Haute-Normandie, ça a continué malgré tout, et à la suite de sérieux incidents de santé, qui ont fait que j'ai perdu beaucoup de poids, ma belle-fille m'a dit, viens, on a une maison qu'on va quitter et on te la met à la disposition ici à Marseille. Alors, pour moi, qui était devenue extrêmement frileuse, c'était le Pérou. On a dit oui tout de suite, on a vendu notre longère normande et je me suis dit, je vais enfin pouvoir m'adonner à mes 2 activités préférées, en fait, en dehors de l'ufologie, la pêche et la pétanque. La pétanque à Marseille, c'est obligatoire. Oui. Sauf que, effectivement, je fais partie d'un club de pétanque dont j'édite la Gazette, parce que ça leur plaît beaucoup. Je fais des compétitions. Je me suis inscrit à un club de pêche en mer, la PIPR, la pétanque, c'est le club du SMUC, l'Université Club, au stade Jean-Bouin à Marseille. 5 minutes pour y aller avec mon petit vélo à assistance électrique. Extraordinaire. Et je me suis dit, l'ufologie, ça y est, ça va être terminé. Et c'est normal. On arrive en bout de course pour tout un tas de choses, un jour ou l'autre. Il y a un début, un développement et une fin. Oui, sauf que ça continue. Ça ne me lâche pas. La preuve, aujourd'hui, merci Gilles, qui est un des gardiens du temple ufologique français, hein, et qui me met dans sa boîte magique. Merci. Et puis, j'ai aussi des contacts avec des gens qui m'ont sollicité, et là je suis sur un dossier extrêmement curieux que j'ai jamais réalisé. Quelqu'un qui a une tache sur l'épaule d'une provenance inconnue, une tache qui se modifie, et qui, lui, et ça c'est quelque chose que j'ai étudié comme dans sa famille, il y a des ressentis, il y a des observations, et un jour je me suis dit, mais il m'a envoyé plein de mails, il faut que je mette tout ça en ordre. Ouais, j'ai fait simplement que recopier ces mails, j'en ai pour des dizaines et des dizaines de pages que j'ai mises à jour, des photos et tout, enfin c'est un travail incroyable. Alors ça, c'est pas dans ma compilation dont je parlais tout à l'heure, hein. Mais ça me lâche pas. Mis à part la quantité de témoins,
Pour toi, quels facteurs principaux rendent un cas ou dossier plus intéressant qu'un autre? C'est une question que je ne me pose pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est de tester la sincérité de celui qui témoigne, ou de celle qui témoigne. Donc j'étudie de très près sa façon la façon qu'elle a de s'exprimer, son environnement familial. J'essaie d'en savoir plus sur sa façon de vivre. Et quand tu fais parler quelqu'un, s'il y a une faille, à un moment donné, tu la vois la faille. Parce que les gens, je dirais, qui ont vécu ce genre de phénomène, quand ils commencent à s'exprimer, quelque part, il y a quelque chose de lourd qui sort. Je dirais, ils en ont gros sur la patate, si tu veux. C'est une expérience vraiment particulière. Elle peut être traumatisante, elle peut être euphorisante, elle peut être marquante, et tu sens en tout cas que les gens qui témoignent, c'est resté très vivace dans leur mémoire. C'est quelque chose qui a été comme gravé au fer rouge. Et ça, tu arrives à l'appréhender. Et c'est pour ça que ces gens-là, je les ai pris au sérieux. Alors, je ne sais pas si j'ai eu raison ou si j'ai eu tort, je ne sais pas. J'ai une conviction que j'avais affaire à des êtres sincères, parce qu'en plus, il y a un phénomène qui se produit. La plupart des témoins, quand ils vivent ce genre de choses au sein d'un groupe, souvent ils sont ciblés. Le groupe ne se rend pas compte de ce qui s'est passé pour cette personne-là. Ou alors, autre chose, le témoin était tout seul et il va rentrer chez lui et il va essayer d'en parler. Et la plupart du temps, on va lui dire non mais il faut te faire soigner, hein, faut pas boire tant d'alcool. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que la personne est vite découragée de s'exprimer en famille ou avec des amis sur ces questions-là. Et c'est assez grave parce que rien n'est pire que l'isolement social, surtout au sein de sa famille. Donc il y a des gens qui ont vécu certaines choses, qui intériorisent et qui communiquent de moins en moins avec leur environnement. Et socialement, ils s'isolent et ils ne sont pas très heureux. Et alors chez les abductés, alors là c'est un comble. Les abductés sont des gens très très malheureux et leur situation c'est un danger pour eux. D'où l'utilité de l'organisation du Sérum France, de Myriam et de l'INRES. Parce que ces gens-là sont regroupés, peuvent s'exprimer devant des thérapeutes, peuvent trouver des gens qui ont connu des expériences plus ou moins similaires, et reprendre confiance en eux et ne plus hésiter à déposer des témoignages et à vivre normalement malgré tout. Cet isolement, je pense que, je ne sais pas si on joue le rôle que jouaient les curés lors d'une confession, oui, je ne sais pas. Ouais. Mais il y a des gens à qui on permet de s'exprimer sur un terrain où on est les seuls à pouvoir les entendre, en quelque sorte. Et ça, c'est pour eux très précieux. Et on le ressent. On le ressent parce que moi, j'ai eu des contacts avec des gens, je suis sûr qu'ils n'ont jamais parlé comme ça dans leur famille. Jamais. Et avec moi, ils s'ouvraient, ils expliquaient, même c'était très très étrange parfois, mais je sentais qu'ils étaient soulagés quelque part. Et je continue à avoir des échanges avec ces gens-là. Donc c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est la sincérité. Et
tous les dossiers sont intéressants. Alors moi, c'est curieux parce que je n'ai pas d'affect. Je n'ai pas d'attirance ou de répugnance pour tel ou tel individu. Je suis vraiment comme un journaliste ou un gendarme qui recueille des faits, des histoires, qui essaye de le faire le plus sérieusement possible, mais je dirais, à partir du moment où c'est purement objectif. Donc, je mets un signe égal entre toutes ces personnes-là, finalement. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de voir si j'ai affaire à des gens qui sont sincères, qui ont vraiment envie de communiquer ce qu'ils ont vécu, mais j'ai pas de ressenti. Ils m'intéressent tous à égalité, et c'est la seule chose c'est vraiment la seule chose qui m'intéresse. Dans toutes les enquêtes que tu as pu faire, pour toi, quel a été le cas le plus étrange que tu as eu? Je dis étrange. Les cas les plus étranges, c'est effectivement quand j'ai été confronté à des gens qui manifestement ont connu d'une manière plus ou moins approfondie une expérience d'abducté. Alors, et évidemment, d'ailleurs Philippe Solal me l'a dit, c'est le cas d'Aravilliers. Il y a un phénomène par siècle comme ça qui est recensé, et tu as eu la chance de pouvoir l'investiguer, et tu l'as bien fait. Ça a été même reconnu par l'astrophysicien Pierre Guérin dans son livre posthume, dont le titre évoque la science. Il a écrit un bouquin où il explique comment les témoignages sur les ovnis sont dévoyés. C'était en 90. Hein. Et à la page 273, il rend hommage au travail que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai travaillé un peu avec lui sur ce cas d'Aravilliers. C'est lui qui m'a demandé de faire des tests avec la petite fille, qui m'a expliqué que pour lui, le conseiller municipal que je connaissais bien et qui m'avait, comment dirais-je, qui avait pris contact avec moi parce que il était certain que sa petite fille avait été impactée par le phénomène d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai investigué. Et pour Pierre Guérin, il dit tout ce qu'il y a eu autour, c'est du cinéma, mais en fait, c'est la petite fille qui était ciblée pour lui. Et la petite fille, eh bien, actuellement, elle voit parfois d'étranges lumières dans sa chambre. Enfin, elle a des ressentis, il y a des phénomènes qui perdurent. Et je me dis, mais nom de Dieu, Pierre Guérin avait peut-être raison. Le principal, alors c'est vrai que tu connais le témoignage filmé qui a été enregistré par Jean-Claude Venturini de Monsieur D, mais c'est une histoire incroyable. Venturini pose son télé... Ils sont plusieurs, dont Marie-Thérèse Dobros, qui sont là à interviewer. Moi, j'étais pas là. Je ne savais même pas que... Je suis très content quand ça se passe comme ça. J'aime beaucoup, pour un cas très fort, j'aime beaucoup que d'autres prennent en charge. Parce que s'il y a conjonction de témoignages, c'est très bien pour la validation. Donc ça, c'est... Parce que le nombre... Moi, ça m'a bouleversé parce que quand ça m'est tombé sur la tête, par un grand hasard, j'explique tout ça dans ma conférence, et que j'ai été confronté à la rédaction d'un texte qui rendait compte de tout ça, j'avais des informations qui arrivaient et qu'il fallait que j'empile. Hein. Et là, j'ai demandé à Jacques Vallée de m'aider. On a eu une réunion commune, il était très intéressé. J'ai dit, Jacques, est-ce que
parce qu'on se tutoie, on se connaît depuis longtemps. Je lui ai dit, est-ce que tu peux m'aider pour comment je vais m'y prendre pour relater cette histoire, par où je commence, tout ça. Donc il m'a envoyé des fax que j'ai toujours dans mon déménagement. Les fax de Jacques Vallée, je les ai toujours. Quel livre conseillerais-tu à ceux qui débutent en ufologie? Moi, ce qui m'a, si je reprends mon propre parcours, ce qui m'a impressionné, c'est qu'un type comme Jacques Vallée, un astrophysicien, il a fait partie des créateurs de l'informatique. Il ne faut pas oublier que Jacques Vallée a été le premier à travailler à la NASA, avec la NASA, à réussir une cartographie de la Lune à partir des images satellites avec l'informatique. C'est vraiment un type multicarte de très grande dimension. Et quand on voit ce qu'il a écrit, des ouvrages d'anticipation, bien sûr, mais il a aussi écrit son journal en 2 parties. Le premier, je ne sais plus de quelle année à quelle année, mais enfin, il y a deux gros bouquins qui parlent de sa vraie vie de scientifique et en même temps de son travail avec INEC et des rencontres qu'il a faites dans ce domaine-là, des interrogations qui ont été les siennes. Je me suis dit, si quelqu'un de cette dimension, puis alors maintenant, quand on voit des gens comme Michio Kaku, qui sont des grands physiciens, c'est vrai que les Américains ont tracé la voie à la crédibilisation scientifique de ces phénomènes. Le livre de Gildas Bourdet, les livres de Gildas Bourdet sur Roswell, il y a le livre qu'on a fait ensemble, particulièrement avec Georges Metz, OVNI en France, qui est un livre récent, parce qu'il y a du lourd là-dedans. Il y a aussi maintenant des émissions alors ça c'est intéressant parce que au début tu avais des émissions sur service public où on cassait le pauvre ufologue, Jean-Pierre Petit, le pauvre, il en a pris plein la tête. Hein. C'était inadmissible, des gens comme De Chavannes et tout, au début, on fait en sorte que ça soit complètement caricaturé, alors que De Chavannes, c'est vachard, parce que lui-même a vu des choses. Ce qui a sauvé un peu la mise, c'est l'histoire des chaînes payantes. Parce que quand on fait payer un bouquet de chaînes à des clients, il faut de l'audience. Et pour faire de l'audience, il faut du spectaculaire. Donc, les chaînes ont essayé de s'orienter dans ce créneau qui était vierge. Et ont commencé à faire des reportages qui étaient... Alors, Stéphane Alix, avec la 6, a fait une série d'émissions fantastiques. Il a ramené un film des États-Unis qu'il avait fait. Il a eu la prescience qu'en s'intéressant d'abord à ce qui se passait aux États-Unis et en le ramenant en France, puisque ça vient des États-Unis, maintenant tout ce qui vient des États-Unis c'est extraordinaire. Donc il l'a parfaitement compris et maîtrisé. Et c'est à partir de là que tout a changé. Alors moi, quand on a commencé à me solliciter, que ce soit la 6, que ce soit W9, que ce soit deux, trois chaînes, j'ai eu peur. Et puis j'ai vu que ce qui en est sorti, c'était quand même correct. C'était incomplet, mais enfin, il y avait un effort de vraie vulgarisation. Donc ça m'a rassuré. Et puis il y a eu aussi ce qui a été enregistré dans nos conférences, que ce soit à Rouen, que ce soit à Paris, que ce soit à Toulouse. Alors, dans l'affaire de Roro, je voudrais revenir sur Roro. Parce que c'est tellement quelque chose de fantastique, son histoire. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a eu l'enquête de Georges Metz, qui est une enquête fantastique, très poussée. Moi, j'ai eu une chance incroyable, et c'est aussi dans ma compilation, c'est qu'on a fait ensemble une conférence à Toulon,
Et là, il y avait du monde, et j'ai tout reproduit de ce qui a été dit, tout a été enregistré lors de cette conférence. Et ce qu'a déclaré Roro, et les questions-réponses qu'il y a eu à l'occasion de cette conférence, c'est formidable. Et il y a un autre document, parce que c'est Myriam et puis quelques autres qui sont allés voir le maire de la Fouillade, à côté de là où ils étaient, où ils habitaient. Il y a des gens qui ont été interviewés et tout ça, ça forme un ensemble de témoignages qui semble crédibiliser au plus haut point cette affaire qui est monstrueuse. En ce moment, au Québec, il y a un ufologue qui voudrait qu'on rajoute une nouvelle rencontre rapprochée. Tu sais, t'as les RR1 ou RR7. C'est les RRS, les rencontres rapprochées spectrales. J'ai un cas dans mes investigations où j'ai pensé à cela. Alors, ce témoignage que j'ai enregistré, c'est le témoignage de Sophie à Flavacourt. Alors, le témoignage de Sophie, ça m'a beaucoup impressionné parce que c'était une femme qui n'avait pas beaucoup d'instruction, de culture. Et c'est là que ça m'a aussi fait réfléchir. Parce que c'est quelque chose que je souhaite, c'est que les gens arrivent le plus possible à écrire par eux-mêmes ce qu'ils ont vu ou vécu. Moi, plus je m'efface, plus je suis content. Hein? Moi, c'est une aide que j'apporte à l'accouchement du témoignage. Et Sophie était extrêmement exigeante sur les mots. Elle me disait « Ah non, je préfère ce mot-là, c'est plus juste. » J'ai mal à la tête de travailler avec elle. Et puis elle me racontait qu'elle avait vu passer au-dessus de sa maison un énorme engin, qu'elle avait essayé d'alerter ses parents, ses frères et sœurs, mais ça c'est courant, qui dormaient comme tout, qui n'avaient absolument pas répondu à son appel. Mais ça c'est commun, parce que j'ai expliqué aussi, mais ça tout le monde le sait, que quand il y a un groupe de personnes, parfois il y en a une seule qui est ciblée. Et donc cette fille, elle m'a expliqué qu'elle avait vu cet engin partir comme ça, puis bon, elle est allée le voir de l'autre côté, elle ne le voyait plus. Puis à un moment donné, elle me dit, il y avait une petite lumière verte sur la gauche, et je me souviens, à l'intérieur, c'était comme si, c'était comme ça. Je ne dis rien, je la laisse parler. Elle me décrit l'intérieur. Quand elle a fini, je la regarde, je dis donc Sophie, tu m'as pas dit il y a quelques minutes que tu avais simplement vu la chose, et là tu m'expliques ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, c'est la première fois que j'ai ce souvenir-là. J'en ai jamais, elle dit, j'ai jamais pu en parler à personne de ce témoignage-là. Elle dit, oui, tu as raison. Et là, elle donne quelques détails, et à partir de ce détail, j'ai fait un croquis. Et dans ce croquis, on voit un espèce de petit personnage vert. Elle a validé mon dessin, mais ça ressemble à une entité plus ou moins humaine, mais ça ressemble plutôt à une espèce de pantin. J'ai pensé à une espèce de spectre, d'image virtuelle, je ne sais pas. Mais est-ce que c'était un être de chair et de sang? Tout en vert, tout vert. Et c'est sur le dessin qu'elle a validé. Et ça bon, c'est le seul cas qui m'a interpellé comme ça, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Éric Zurcher aurait eu tendance à me dire souvent que les RR3, les rencontres rapprochées du troisième type, disparaissent petit à petit. Et c'est les RR4, donc les abductions, qui tendent à remplacer les RR3.
parce qu'il est avec son étude là qu'il a fait dernièrement. Mais d'après toi, qu'est-ce qui remplacera les RR4 dans le futur? Moi, je pense simplement que le fait de développer des structures qui permettent d'accueillir des gens qui ont subi ce genre de phénomène, on va peut-être avoir l'impression qu'il y en a plus qu'avant, mais c'est pas certain du tout. C'est pas certain, on ne sait pas. Alors là, on rentre dans une zone d'ombre. C'est comme si on nous demandait si on peut prévoir l'évolution de ces contacts de plus en plus rapprochés. Je ne sais pas. Par contre, moi, il y a une chose dont je suis persuadé, et là, c'est relié au problème des religions, au problème du pouvoir, des pouvoirs, etc. Je pense que cette intelligence qu'il y a dans le cosmos attend de nous que nous devenions réellement intelligents. C'est-à-dire que nous hissions notre niveau de conscience à ce niveau cosmique pour que nous puissions réellement avoir les moyens de communiquer, parce que cette intelligence aura le désir de pouvoir, la capacité de pouvoir communiquer avec nous à une plus grande échelle, alors que là, elle le fait de manière parcellaire. Et j'ai relié ça à une autre étude que j'ai faite, c'est l'histoire des apparitions mariales. Et je pense que c'est un phénomène très important, les apparitions mariales. Voilà. Parce que souvent, et j'ai quelques cas, où dans les cas d'OVNI, il y a aussi les gens perçoivent des anges, des choses comme ça. Bon, pourquoi pas. Dans les apparitions mariales, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, sauf erreur de ma part, mais je parle de ce que j'ai remarqué. Quand il s'agit d'apparitions mariales et que c'est rapporté par des enfants, les enfants voient très bien des entités se matérialiser. Fatima. Alors là-dessus, il faut lire le bouquin qui était contre-amiral de réserve, Gilles Pinon. Gilles Pinon, oui. Gilles Pinon, qui a écrit sur Fatima. Il a fait une enquête avec une rigueur militaire. Donc son livre, il faut le lire, parce qu'en plus, au niveau littéraire, c'est magnifiquement écrit, mais c'est extrêmement bien documenté. Donc moi, on était amis avec Jean-Claude Venturini, avec Gilles Pinon. Gilles Pinon, à qui j'avais demandé, parce qu'il y avait une opportunité qu'il fasse une contre-enquête sur un des principaux témoins dans l'affaire d'Aravilliers. Il a fait cette contre-enquête, j'ai publié cette contre-enquête dans mon dossier, où il rejoint, où il confirme, il valide ce que moi j'ai rapporté. Mais il l'a fait de manière complètement indépendante. Je n'avais pas de leçon à donner à un monsieur comme Gilles Pinon. C'était un type fantastique. Et donc, les enfants voient des entités, ils les décrivent. Or, les adultes qui voient en même temps, ils ne voient pas les entités. Ils voient des fumées, des lueurs, des choses, etc. Et j'ai tenté d'expliquer que ça ne m'étonnait pas trop, parce que le phénomène s'adressant directement aux enfants se montre tel qu'il est, parce que l'enfant est pur, il est sacré. Donc, il est à un niveau, au niveau cosmique, finalement, qui rejoint ce qu'on peut attendre d'une intelligence cosmique au niveau de sa hauteur, de sa pureté, de sa profondeur, de sa qualité. Donc il peut y avoir une vraie communication. Alors que les adultes ne sont pas encore tout à fait mûrs pour une
communication de ce genre. Donc, il y a manifestation de ces entités, surtout vers des enfants, qui rapportent des choses, pour rappeler à l'humanité qu'il y a une intelligence qui les attend. Mais on n'est pas. Mais les religions ne seront plus les religions telles qu'elles sont enseignées le jour où l'homme deviendra un véritable adulte à l'échelon cosmique. Il y a une évidence, c'est que quand le phénomène OVNI se manifeste, les terriens qui sont impactés ne maîtrisent rien. Ils ne maîtrisent rien. Le phénomène est entièrement, je dirais, fait ce qu'il veut. Et on n'a aucun contrôle là-dessus. Personne n'a aucun contrôle là-dessus, de quelque nature que ce soit. Donc, on ne connaît pas pourquoi, on ne connaît pas les intentions. C'est comme s'ils jouaient avec nous. Dans quel but? Pourquoi faire? C'est incompréhensible. Ce qui fait qu'un individu est interpellé par un ovni qui circule dans l'espace, quelque part. Pourquoi est-ce qu'il va le voir? Ceux qui sont interpellés, il semble qu'ils reçoivent comme un message de devoir tourner leur regard dans telle ou telle direction. Donc il y a une forme de communication ciblée dont la responsabilité appartient à l'OVNI, dont l'initiative appartient à l'OVNI. Eh bien Gérard, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Écoute Gilles, c'est moi qui te remercie sincèrement pour tout le travail que tu peux faire au service de l'ufologie française. Et bon, ça joue le rôle des anciennes chroniques qui étaient tenues souvent par des religieux qui expliquaient qu'un tel avait vu ceci, cela. Aujourd'hui, grâce à la photo, à l'informatique, tout ça, ça peut être archivé et j'espère que la recherche fondamentale pourra s'emparer de tous ces témoignages pour faire avancer la connaissance universelle. Voilà, c'est mon vœu, c'est mon seul vœu. Moi, je te dirais juste, je te donne rendez-vous donc en 2019 pour la suite de l'interview alors. J'espère que je serai encore là. Bon, bien sûr. Ce sera avec plaisir. Mais c'est bizarre parce que tout ces enquêtes, tout ce bain ufologique et ces contacts que j'ai noués, je dirais que ça s'est produit à mon insu. Je me demande si moi-même je n'ai pas été téléguidé quelque part pour plonger là-dedans. Je n'en sais rien, je ne le saurai jamais. Mais ça ne m'empêche pas de vivre normalement, d'avoir des intérêts. Moi-même, je n'ai pas de disposition particulière. Je disais tout à l'heure que j'avais le sentiment parfois d'avoir un ange gardien, parce que c'est vrai que je me suis trouvé plusieurs fois dans des situations où j'aurais pu m'affoler complètement. Et puis, je me suis calmé, j'ai réfléchi. Alors, est-ce que c'est ma réflexion qui m'a conduit à prendre de bonnes décisions, ou est-ce que j'ai été téléguidé quelque part? Je n'en sais rien, mais voilà, je le prends comme ça, et puis pour l'instant, apparemment, ça m'a réussi. Voilà. Ben, merci beaucoup. C'est moi. Et puis à bientôt.